Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Réby. Et moi, Amélie Paul. Cette semaine, on parlera de l'organisme Midi 40 qui aide les gens de 45 ans et plus à se trouver un emploi. Vous avez toujours rêvé de travailler dans le domaine de la santé? Eh bien, le Salon de l'emploi et de la formation dans ce domaine aura lieu ici même à Laval. L'humoriste, imitateur et chanteur Martin Dubé viendra faire un tour ici même en studio. Il viendra entre autres nous parler de son expérience à The Voice en France. Steffi Choc était de passage en spectacle. La caméra de Laval et compagnie s'est rendue jusqu'à lui. On vous fera découvrir une friperie spécialement pour les enfants. À la chronique techno, on explorera le domaine des voitures autonomes. Et à la chronique cinéma, on parlera de la comédie d'espionnage Kingsman. L'édition de la semaine du 8 mars 2015 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Chaque semaine, il vient nous jaser de ce qui fait jaser en ville. Il est de l'Écho de Laval, Ghislain Plourde. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Éric. Premier sujet intéressant, du cannabis thérapeutique qui pourrait pousser à Laval. Effectivement, il y a deux entreprises, Biomédical Technologies et M2C2 Pharma, qui ont entrepris les démarches auprès de Santé Canada pour produire de la marijuana à des fins médicales ici même à Laval. La première entreprise, Biomédical Technologies, pardonnez-moi, elle est située, en fait, la demande est pour une location située dans le parc industriel Centre sur la rue Michelin. Là où c'est intéressant, c'est M2C2 Pharma qui a demandé une licence pour produire dans le parc industriel Est de Laval, Montée-Saint-François, à 2 pas des établissements carcéraux de Laval. Oups! Un peu particulier. Ben oui, pour faire un tunnel, aller directement à sa Ben écoutez, là, ça, c'est autre chose. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'évidemment, ce processus est confidentiel auprès de Santé Canada. On sait toutefois qu'ils en sont à l'étape de vérification de sécurité effectuée par la GRC qui pourrait demander l'aide de la police de Laval. Santé Canada oblige les entreprises à dévoiler aux municipalités, aux policiers et aux pompiers leur intention. Donc, la Ville est au courant de cette demande formulée auprès de Santé Canada. L'entreprise, en plus de la licence, devra obtenir un certificat d'occupation délivré par la Ville, certificat qui devra respecter des normes en matière d'urbanisme, en matière de sécurité de bâtiment. Donc, ce n'est pas pour l'instant, on ne peut pas vous confirmer qu'il y aura du pot thérapeutique produit à Laval prochainement, mais disons que les démarches sont en cours en ce moment. Ce n'est pas la première fois que des entreprises font une telle requête sur l'île de Laval. Cependant, ça n'a jamais été accordé. Est-ce au niveau de Santé Canada, est-ce au niveau de la Ville? On ne peut vous dire là à quel niveau ça a été bloqué, ces demandes précédentes, ces demandes antérieures. OK. Où il y a de la fumée, il y a du feu, c'est ça? Oui, okay, ça peut ressembler à ça. OK. On va parler de stationnement alternatif intelligent. Qu'est-ce que c'est que ça, Ghislain? Bien, d'abord, précisons que ça, c'est une croisade qui est menée par le conseiller indépendant Pierre Ancien depuis environ 6 mois. Stationnement alternatif intelligent. Vous savez que l'hiver, notamment à Laval, mais dans d'autres municipalités, le stationnement des deux côtés de la rue est interdit du 1er octobre au 30 avril. En ce qui concerne Laval, ça peut varier de quelques jours là, pour d'autres municipalités. Et ce qu'on voudrait faire en permettant le stationnement alternatif intelligent, c'est que certaines journées d'hiver, on pourrait occuper les deux côtés de la rue pour les automobilistes. Quand il n'y a pas de déneigement à ce moment-là. Exactement. Okay. Donc, on mettrait en service une ligne téléphonique dédiée. Les automobilistes pourraient s'informer à savoir à quelle date et à quelle heure sont prévues les heures de déneigement, par exemple, les heures d'entretien. Le conseiller Ancien qui mène donc ce projet-là depuis quelques mois a calculé au cours du calendrier 2013-2014, sur les 210 jours d'interdiction, donc du 1er octobre au 30 avril, il y a 56 jours seulement où on aurait dû, si le système avait été appliqué, on aurait dû interdire le stationnement des deux côtés de la rue. C'est donc dire que durant 154 jours, les Lavallois et autres auraient pu profiter des deux côtés de la rue. Sauf que ce ne sont pas les billets de stationnement qui, en fait, parce que tout ça, c'est un peu ça aussi, non? Exactement. C'est une question aussi... de revenus. Oui, et le projet jusqu'à présent a été bloqué par l'administration du maire Marc Demers, l'administration du mouvement Lavallois. Mais qui sait, c'est une idée qui chemine de plus en plus à Laval. OK. Et puis, des autobus scolaires électriques très bientôt. Oui, bien en fait,
On en a déjà un premier modèle qui roule depuis l'automne dernier sur le territoire de Laval et on a annoncé C'est récemment... un grand autobus? Un autobus tout à fait standard, OK. 100 électrique, autonomie d'une centaine de kilomètres avant recharge, recharge lente autour de 5 heures, accélérée de 60 à 90 minutes, et ça permet, imaginez, et annuellement des économies de coûts d'opération de 15 000 Par autobus? par autobus. Wow. Évidemment que c'est un petit peu plus dispendieux à l'achat, Oui, vous c'est ça, comprendrez, bien sûr. mais qu'au final, on va économiser en termes d'environnement, mais aussi en termes économiques. Un premier véhicule depuis l'automne et on annonçait récemment 5 autres qui prendront les routes en fait de Laval au cours des prochaines semaines pour des essais de 9 mois. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que précisons que ces autobus ont été conçus notamment par le Centre national de transport avancé qui est actuellement établi à Laval et par Autobus Lyon, une entreprise de Saint-Jérôme. Donc c'est un produit 100% québécois. Quelle excellente nouvelle. Oui. En parlant de nouvelles, si vous voulez avoir toutes les nouvelles sur Laval, vous n'avez qu'à aller faire un tour sur le site web de l'Écho de Laval. Exactement, des infos fraîches tous les jours sur le quotidien web l'échodelaval.ca. Fini le papier. Exactement. Merci, Ghislain. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir. Comme à chaque semaine, Laurence Coutu-Paquin nous fait découvrir de nouvelles activités sportives à faire à Laval. Et cette semaine, elle nous parle du Centre de la nature de Laval. Salut, Laurence. Salut, Amélie. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est le Centre de la nature de Laval? Le Centre de la nature de Laval, peux-tu croire qu'il a en superficie 50 hectares, ce qui est énorme, 50 hectares. de terrain. C'est énorme, donc il y a de quoi vraiment s'amuser au Centre de la nature de Laval. Et c'est un des parcs nature urbains les plus remarquables de la région métropolitaine. C'est où, ça, exactement? C'est où? C'est au 901 avenue du Parc à Laval. Donc, c'est pas bien loin. Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Plusieurs activités, comme, je sais pas si toi, tu es une fan de glissade, mais moi, l'hiver, Moi, je trouve j'aime le bien fun. ça. Tu sais, Ouais. tu vas avec des amis ou avec ta famille ou ta petite sœur, tu fais une activité de... C'est le fun à faire en famille. Exactement. Donc, ils ont 5 pentes de glissade. Donc, tu n'es pas obligé de faire toujours la même. Tu sais, il y en a 5 différentes. Il y a aussi une patinoire où tu peux pratiquer le hockey libre. Donc, ça, c'est plus pour les gars là, qui veulent s'organiser des petites parties de hockey. Bien, ils peuvent aller là-bas. Mais évidemment, quand on y va en groupe ou avec ses amis, c'est préférable de réserver à l'avance. Eux autres, ils préfèrent ça. Comme ça, ils peuvent réserver la patinoire uniquement pour eux, au lieu qu'il y ait plein de personnes qui viennent en même temps. Il y a une aire glacée aussi de 200 pieds par 85 pieds. Est-ce que tu sais comment c'est gros? Non, c'est ça. C'est à peu près quoi, la grosseur? Bien, c'est comparable à une patinoire de la Ligue nationale de hockey. OK. Tout le monde aurait pensé que c'est pas possible d'avoir nécessairement une patinoire aussi grande en quelque part autre que pour jouer les games Oui, de hockey. oui, mais là, c'est Mais non. très possible. Et celle-là, on peut la louer aussi. Oui, exactement, avec des amis ou la famille, tout simplement. Il y a aussi un patinage sur un grand lac, donc une espèce de lac qui est là aussi, qui est de 18 par 500 mètres carrés. Donc ça aussi, c'est quand même une grandeur assez grande où on peut patiner là-dessus aussi. Donc, c'est pas juste, tu sais, on a la patinoire pour jouer au hockey, mais on a aussi celle pour faire du patinage libre, Ouais. en amoureux, main dans la main. Mais dans la main, oui, Voilà. tout à fait. Et aussi, il y a du ski alpin. Mais c'est du ski Ben alpin. oui, du ski alpin, c'est bizarre, ça. C'est bizarre que ce soit pas une montagne de ski puis qu'on dise qu'on peut faire du ski alpin. Mais c'est du ski alpin pour les 5 à 8 ans. OK. Donc, c'est pas des grandes pentes comme le Mont-Tremblant, des choses comme ça. Mais c'est assez pour que les 5 à 8 ans puissent s'amuser ou apprendre à faire du ski, par exemple. Puis un petit remont de pente. C'est là. ça, exactement. Mon Dieu, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Et aussi, ils peuvent faire du ski alpin, par exemple, les groupes scolaires, justement, pour les plus jeunes, donc ceux qui sont plus au primaire. Les enseignants ou les directeurs peuvent appeler pour réserver, parce que quand tu as un groupe scolaire, comme je vous ai dit avant, c'est préférable d'appeler pour réserver leur place. Puis aussi, les coûts sont différents de, tu sais, quand tu y vas tout seul et tout ça. Il n'y a pas de coût fixe. Mais quand tu y vas par groupe de 12 En et groupe, plus, c'est moins cher. c'est moins cher. Donc, ça, les prix s'ajustent. Et aussi, des fois, des frais supplémentaires si tu dépasses un certain nombre de personnes et tout. Donc, c'est juste préférable d'appeler, juste comme ça. Il doit y avoir des petits airs de repos pour se reposer. Oui, il y a des prendre chalets, il y a un petit chocolat chalet, chaud. il y a des restaurants, tout ça pour se réchauffer, des cantines aussi pour manger, parce qu'on peut se manger sur place aussi. Tout à fait, oui. Ouais. Puis il y a aussi une dernière activité, ce qui est le ski de fond. Il y a une piste de 5 km
pour faire du ski de fond, ce qui est quand même pas pire. Et c'est quoi les heures? Les heures, c'est de 8 h le matin à 22 h le soir. C'est tous les jours? Tous les jours. Fin de semaine, évidemment. Oui, mais des fois, il faut regarder les horaires, parce que des fois, il y a des différentes activités et tout. Donc, les horaires peuvent changer, mais c'est ouvert tous les jours. Et Laurence, rappelle-nous le numéro de téléphone si les gens veulent appeler pour réserver. Bien, le numéro, j'ai pas le numéro de téléphone, j'ai le site Internet, là, vous allez avoir toutes les informations, qui est le www.centredelanature.laval.ca. Bien, excellent. Renseignez-vous là-dessus. Ça a l'air super intéressant. Merci beaucoup, Laurence. Ça fait plaisir. Cette semaine, on a la chance de rencontrer l'ambassadeur des travailleurs de 45 ans et plus. Et c'est vrai, j'ai le directeur général de l'association Midi 40, M. André Thu. Bienvenue. Merci. Et ça fait plus de 12 ans que vous travaillez au sein de cet organisme. Expliquez-nous concrètement, quelle est la mission de l'association 40 ans et plus? Notre mission, c'est d'accueillir des personnes de 40 ans et plus Oui. qui ont perdu un emploi puis qui cherchent un nouvel emploi. Et on a un contrat de service avec Emploi Québec pour accueillir les résidents de Laval qui ont perdu leur emploi de 45 ans et plus. Il y a une confusion. Notre organisme, on ouvre la porte à partir des 40 ans. Mais dans le contrat avec Emploi Québec, c'est 45 ans et plus. Et notre moyenne d'âge de la clientèle, on l'observe, qui est toujours un petit peu en croissance chaque année. On est autour de 54 ans, la moyenne d'âge de notre clientèle. Et vous avez plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'employabilité. Oui. Et de nos jours, les gens se sentent menacés par l'impact de leur âge. Pourquoi? Oh mon Dieu, ça vient de toute la culture avec laquelle on est élevé, tout le monde. Et puis tout le monde, ça comprend tout le monde. Tous ceux qui sont jeunes aujourd'hui, s'ils ont la chance de rester vivants un de ces jours, ils vont avoir 45, ils vont avoir 50. Ça serait quasiment intéressant de bien comprendre l'effet boomerang des jugements. L'effet boomerang des jugements, c'est que si à 18 ans, on dit « Hey, les vieux de 30 ans ou les vieux de 45 ans ou les vieux croulants de 50 ans, on vient de lancer un boomerang. » Un jour, le temps passe, il arrive à 45 ans. La personne qui l'a lancé, là. Elle-même. Oui, elle-même, oui. Et puis là, elle se sent bien mal, elle se sent jugée, puis elle l'est par elle-même, là, 30 ans. Fait que c'est très puissant, cet effet boomerang des jugements. Ça m'emmène sur un autre sujet. Mais la plupart des gens qui nous arrivent se sentent, comme vous dites, passés date, exclus, jugés par tous leurs pairs. C'est probable qu'ils le sont, effectivement. Mais ils le sont davantage par eux-mêmes à une autre époque de leur vie. Si bien qu'ils ont bien de la misère à faire face à l'effet boomerang des jugements qu'ils ont porté antérieurement. Donc, nous autres, la plupart du temps de notre travail, c'est pas tellement d'essayer de se lancer en mission de... Ça serait bien de sensibiliser les employeurs, mais on peut travailler seulement qu'avec la personne elle-même. Tu fais prendre conscience que c'est tout à fait erroné de penser qu'il y a des pertes de capacité ou il y a le vieillissement dans son sens que le miroir nous reflète et l'effet aussi, mais il est largement compensé par l'expérience, l'expertise. Qu'il ne faut pas oublier. L'expérience qui est très importante. Et qui donne à chaque année, mettons au cours de l'année qui vient de s'écouler, vous avez certainement appris un paquet d'affaires. Vous avez acquis une bonne expérience. Oui. Ça va de même toute notre vie. Toute votre vie. Donc, si vous avez 50, puis entre 50 et 51, vous allez apprendre un tas d'affaires. Votre conscience va s'élargir. Vous allez remettre en question des opinions que vous aviez quand vous en aviez 45 ou 30. Vous allez mieux vous adapter. Et si jamais physiquement vous perdez un petit peu de capacité, vous avez tellement d'expérience à bien gérer votre corps d'ailleurs, les gens de 50 ans et plus, c'est ceux qui ont le moins d'accidents de travail. Parce qu'ils sont bien plus habiles, ils sont bien moins énervés, puis ils savent comment bouger, comment manipuler les outils. Et vous êtes un homme d'expérience aussi. Vous avez remporté vous êtes récipiendaire du prix reconnaissance au colloque du regroupement québécois des organismes pour le développement de l'employabilité. Félicitations. Merci. Mais c'est votre équipe qui vous a inscrit à votre insu. Vous n'étiez pas au courant. Non, je n'étais pas au courant. C'est agréable. Oui, c'est agréable, mais c'est surtout significatif. Et ça rend peut-être hommage, non pas à moi uniquement, mais à la gestion qu'on fait à Midi 40. Qui est différente. Vous avez une philosophie plus humaniste. C'est ce qu'on essaie d'avoir, c'est ce qu'on a naturellement. Puis ce qui veut dire?
Ah, ce qui veut dire qu'on tient bien gros compte, c'est qui les personnes qui travaillent, c'est quoi leurs besoins, comment on peut faire leur conciliation famille, vie personnelle, travail, pour qu'ils soient dans une attitude intérieure optimale. On travaille avec des gens en détresse, des gens qui sont très insécures, qui ont perdu leur emploi, qui paniquent, puis avec raison, parce que les finances, enfin, bref. Tout change, tout, oui. En intervention humaine, il faut être en forme, il faut être de bonne humeur, il faut être heureux le plus possible. Alors, tout ce qu'on peut faire l'entreprise pour permettre à nos intervenants d'être bien, confortables, pas avoir d'irritation avec rien, au contraire, d'être 100% disponible à la personne, c'est nécessaire pour obtenir des résultats et on obtient des résultats. Cette formule-là est extrêmement gagnante. Oui, pour parler. Donc, le prix faisait juste rendre hommage à. L'ensemble des employés voulaient témoigner de l'intérêt de cette gestion-là dite humaniste. Ça ne veut pas dire que je suis humaniste. Ça veut dire qu'on fait une gestion humaniste à Midi 40. Et les gens l'apprécient là, à un point. C'est incroyable. Puis ça, le geste des 16 personnes qui se sont réunies à mon insu en 3 équipes pour répondre, pour présenter ma candidature, ça a été une belle surprise. Et si jamais on veut en apprendre davantage, parce que vous travaillez très fort et on pourrait en parler très longtemps, on peut aller sur votre site Internet pour plus d'informations, qui est au www.assmq.com, associationmidi40.com. Exactement. On fait aussi un service de coaching pour justement un peu enseigner, aider les entreprises à mettre en pratique une gestion plus humaniste parce qu'on est certain qu'une gestion plus humaniste est extrêmement rentable financièrement pour les entreprises. Aucune rotation de personnel. Les gens sont extrêmement dédiés. Ils offrent leur 100 tout le temps. On leur en demande seulement 85 mais ils nous en donnent 100. Alors, si on veut plus d'informations sur votre site Internet, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Monsieur Etu, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. Merci. Bonne journée. Le 29 mars prochain aura lieu au Centre des congrès Le Palace de Laval le Salon Emploi et formation de la santé. Pour nous en parler, nous recevons la coordonnatrice de l'Association de ressources et références en santé, Patricia Dumont. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci. Parlez-moi de votre salon. Qu'est-ce que ce sera, ce salon-là, justement? Bien, en fait, si on prend le point de départ qui était derrière l'idée du salon, c'est que c'est moi. J'étais en recherche d'un endroit où faire ma formation en santé alternative. Il y en a tellement des écoles. Puis, tu sais, il y a des écoles qui font partie du système scolaire plus traditionnel, mais il y a aussi beaucoup d'écoles qui sont des écoles privées, si on veut. Puis de commencer à comparer toutes les écoles, chercher, c'est un travail très laborieux. Vous avez dit le mot santé alternative. Donc, c'est pas le milieu de la santé traditionnelle à ce moment-là. Oui, mais on essaie aussi de faire une grosse place à tout ce qui est santé alternative, que ce soit la massothérapie, ostéopathie, naturopathie, le coaching aussi, parce que il y en a beaucoup de gens qui ont une carrière depuis longtemps, puis soudainement, ils ont quelqu'un dans la famille ou même eux autres mêmes qui a des problèmes de santé, puis là, ça ouvre toute une autre vision. Puis ça leur donne le goût d'aller tranquillement essayer de faire une formation, peut-être devenir thérapeute, puis on ne sait pas par où commencer. Donc, le but, c'est de rassembler toutes ces belles écoles-là au même endroit pour pouvoir les aider à faire un choix. C'est le premier salon du genre, non? Oui, c'est la première édition. Qui sera réuni pendant c'est de 9h à 5h, je pense, cette journée-là, le dimanche 29 mars. Qui avez-vous réussi à réunir au Centre des congrès? Beaucoup d'écoles, comme je disais tantôt, masso, ostéopathie et compagnie. Aussi beaucoup des outils pour les gens qui sont déjà thérapeutes, parce que c'est quand même une réalité du milieu. Quand on est thérapeute, il faut faire la formation continue. Il faut prendre notre carrière en main, parce que c'est pas parce qu'on a nos études que tout d'un coup, on a un bureau qui est rempli puis qu'il y a plein de gens. Donc, on a aussi des gens qui sont là pour les aider dans leur cheminement de carrière, que ce soit pour leur faire de la publicité, de la promotion, les aider à faire prendre une direction pour leur entreprise, parce que ça reste une entreprise. Bien sûr. Est-ce qu'il y a aussi les paliers de gouvernement qui cherchent à avoir des employés dans les différents hôpitaux en tant qu'aide infirmière ou auxiliaire, ainsi de suite? Pas tellement au niveau gouvernemental. Par contre, on a beaucoup d'organismes. On a des universités qui sont là, qui forment des préposés aux bénéficiaires, des infirmières et compagnie.
Bon, au total, c'est quoi? Combien de kiosques que vous allez avoir? Pas loin d'une centaine de kiosques, 60 conférenciers, 4 salles de conférences, plusieurs conférences de 30 minutes. Donc, c'est une belle journée bien remplie, même pour les gens qui sont curieux, qui veulent en apprendre plus sur la santé. Justement, vous m'ouvrez la porte. Le profil type de gens qui vont venir vous visiter à ce salon-là, ça? Beaucoup de curieux qui veulent peut-être ouvrir leur esprit à « et si j'entreprenais une carrière en santé », mais aussi des gens qui s'informent sur la santé pour eux autres mêmes. Parce que même si on n'envisage pas la formation complète, les informations qu'on va apprendre cette journée-là, c'est très, très intéressant. Est-ce qu'on peut se rendre au salon avec son CV ou c'est mieux pas? Oui, on peut. Je dirais que c'est plus axé sur la formation, mais c'est toujours bien. Je dirais peut-être une carte d'affaires plus qu'un CV, mais dans la vie, c'est toujours bon d'être opportuniste. Absolument. Juste être bien habillé avec son CV, pourquoi pas. Et voilà. Dites-moi, est-ce que pendant les heures où va avoir lieu ce salon-là, est-ce qu'il va y avoir des conférenciers? Je pense que oui, vous en avez mentionné. Oui, c'est ça, 60 conférences. Bon, mais on parle de quoi, justement? Si je m'assois sur une chaise, j'entends quelqu'un qui va me jaser de quoi? Bien, il va y avoir de tout. Beaucoup des gens qui vont présenter leur formation de leur école. Donc, si je reviens encore sur l'exemple d'une école de massothérapie, il va peut-être avoir 10 conférenciers qui vont parler de leur école. C'est le fun pour rencontrer le professeur, voir son dynamisme. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'intéresse, que je vais être passionnée pour étudier avec lui pendant la ou les prochaines années? Différencier un type d'enseignement d'un autre, parce que je reviens toujours à la massothérapie, mais il peut y avoir beaucoup de types différents de techniques. Bien sûr. Il va y avoir aussi des gens qui vont faire des démonstrations. Il va y avoir des gens qui vont parler de peut-être des produits qu'on peut avoir sur le côté qui peuvent nous aider à faire fleurir notre carrière. Il y a des modes aussi dans ce domaine-là? Il y a des nouvelles techniques aussi qui arrivent. Qu'est-ce que vous voyez ou qu'est-ce que vous prévoyez comme nouvelles tendances dans ce domaine-là? Ah, bien, tu sais, les tendances, c'est un peu difficile à prévoir puis à dire parce qu'autant qu'il y a des nouvelles avenues, que c'est des choses qui sont là depuis tellement longtemps, qui font partie de la base. Donc, oui, c'est des nouvelles vagues qu'on voit venir. Par contre, c'est quand on prend le temps de le regarder, ça fait des années, même très, très longtemps que c'est là. Des fois des millénaires même, hein? Bien, c'est ça. Alors, le prix d'entrée, c'est 12 $. C'est le dimanche 29 mars de 9h à 17h au Centre des congrès Palace de Laval. C'est situé au 1717 boulevard Le Corbusier à Laval. Donc, et le site Internet, vous voulez avoir plus de détails, c'est sefsanté.ca. On aura tous les détails à cet endroit-là. C'est bien ça, Patricia? Oui, puis plein de vidéos s'il y en a qui veulent avoir un avant-goût des exposants. Merci, Patricia. Merci à toi. Au revoir, bon salon. Je reçois le performant imitateur Martin Dubé. Hey, salut Ginette! Comment ça va, vous autres? Tellement contente d'être avec vous autres ce matin! Je suis contente de te recevoir. Non, en fait, Martin Dubé, tu es imitateur, performeur. Et là, tu viens nous parler de ton spectacle, ton nouveau spectacle qui va avoir lieu à la Maison des Arts de Laval le 4 avril. Et là, c'est Time Machine. Time Machine. Time Machine, un gros spectacle. Parce que là, ça fait longtemps. On va juste revenir un petit peu en arrière parce que tu as fait beaucoup de choses. Tu as été en première partie de Corey Hart. Tu as fait la première de Rock Voisine au Montgolfière, au Festival de Montgolfière. Tu as fait des Pointer Sisters aussi en Floride. Plein de croisières sur Royal Caribbean. Tu as de l'expérience. Tu as beaucoup d'expérience. Et là, tu es vraiment hot. Tu arrives pour t'es chaud pour un nouveau spectacle, Time Machine. Bien, c'est certain qu'on a eu la chance de faire énormément de voyagements. On a travaillé sur plein de nouveaux numéros. Puis là, d'arriver avec ce nouveau spectacle-là, Time Machine, je pense que c'est l'expérience que j'ai acquise avec les années que là, justement, on met en évidence avec ce show-là. Puis je suis bien fier de présenter ce nouveau show-là avec plein de nouveaux numéros. Puis la Time Machine, ça le dit, hein, ça nous permet justement de voyager partout, autant dans le passé que dans le futur. Tu pars, je pense, quand même aussi loin que Édith Piaf dans les années 40. Exactement. La Calas, Édith Piaf, puis on arrive aujourd'hui avec les nouveaux hits de l'heure, là, que ce soit avec Maroon 5 ou même le Gangbang Style. Vraiment, on en a pour tous les goûts. Tu peux-tu nous faire une petite voix? Là, tu nous as fait Ginette, mais tantôt, même avant là, qu'on commence, tu nous as fait aussi c'était Stéphane Rousseau là, avec... Oh mon Dieu, tellement contente d'être avec vous ce matin. Comment ça va, vous? Stéphane ne fait pas partie du spectacle, OK. mais c'est toujours une voix que j'aime imiter. Mais c'est certain que c'est ça. C'est un spectacle que je dis qu'il y en a vraiment pour tous les goûts parce que c'est basé sur des performances vocales à la base, mais il y a aussi beaucoup d'humour relié à tout ça parce qu'il y a des
il y a des performances avec des personnages qu'on a créés. Si je pense à mon personnage Vinny, un personnage italien qu'on a créé, surtout avec ce qui s'est passé avec la commission Charbonneau, je pense qu'on est vraiment d'actualité avec ça. Il y a Bering, un passionné de moto qui vient justement nous parler de sa passion pour la moto. Et là, tu disais que c'est gros aussi. Tu as mis des écrans, on voit les choses en arrière. C'est pas en fait, juste c'est toi ça. qui émets. On vient pas juste voir un spectacle, on vient voir un film en même temps. Il y a des images qui sont appuyées justement pour chaque numéro. Donc, effectivement, il y a l'écran derrière moi qui est de 24 pieds par 16 pieds, c'est immense. Fait que c'est vraiment très intéressant. Combien d'imitations au travers de ton spectacle? Dans Time Machine, on parle d'environ 85 imitations au total. Ouais. OK. C'est bon. Fait que là, il ne faut pas manquer ça. C'est le 4 avril. Après ça, tu vas être en tournée, mais là, il faut aller en Floride pour te voir. Là, il y a toujours la tournée aux États-Unis qui se poursuit. J'arrive de là la semaine dernière. Là, je retourne la semaine prochaine pour encore quelques dates. Et ensuite de ça, c'est ça. On revient ici pour le 4 avril à la Maison des Arts. Il y a le 1er mai, ça va se passer au nouveau Monte-Carlo à Repentigny. Okay. Pour les gens qui connaissent l'endroit, ça se passait au restaurant Monte-Carlo. Jean-Marc Parent a le record de spectacle de données là. C'est incroyable. Donc, c'est un restaurant avec souper-spectacle. Le propriétaire, Stéphane, a décidé d'acheter une nouvelle bâtisse et de recréer les locaux. Donc, c'est toujours le même principe, souper-spectacle, mais avec une nouvelle salle de spectacle qui est vraiment exceptionnelle. Sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est pour le mois de mai. Ça, c'est le 1er mai. Puis là, c'est ça, il y a encore plein de projets qui s'en viennent pour l'été prochain parce qu'on va présenter la première médiatique à l'automne, à la fin septembre. De ton spectacle, Time Machine. Exact. On n'a pas encore les dates exactes, mais ça s'en vient dans très, très peu. Et juste pour terminer, juste nous parler un petit peu de ton passage en France à l'émission La France a... Un incroyable talent. Un incroyable talent, oui. Oui, une nouvelle aventure qu'on a décidé d'essayer et finalement, ça a été une super bonne chose. On était plus de 15 000 candidats, puis j'ai fini dans les 15 derniers, donc je suis vraiment très fier en tant qu'imitateur? Oui, exactement. J'ai été le seul imitateur à être capable de se rendre en demi-finale. Donc, une belle aventure. Surtout, c'était une première pour moi dans ce genre, parce que c'est un peu comme American Got Talent. C'est le même principe. Donc, c'était assez particulier de rentrer dans cette aventure-là. Mais à la fin, il s'est passé plein de belles choses. On a rencontré plein de belles personnes. Puis, il y a des offres sur la table pour plein de beaux projets, autant en Europe qu'aux États-Unis. Donc, fait qu'on va reprendre de tes nouvelles parce que tu vas avoir d'autres nouveaux projets qui s'en viennent. Ben oui, ça va en attendant, on te souhaite un bon spectacle le 4 avril à la Maison des Arts. Oui, venez nous voir. Il reste quelques billets. Donc, on vous attend. Merci, Martin Dubé. Merci à vous. Il est l'animateur d'une toute nouvelle émission diffusée sur TV Laval qui a pour nom Justice citoyenne, que je vous invite bien sûr à ne pas manquer. On va jaser cette semaine du recours civil en responsabilité médicale et dossier médical avec Maître Sylvain Lamarche. Bonjour Sylvain. Bonjour, M. Éric. Je ne pensais pas qu'un dossier médical pouvait avoir tant de répercussions dans notre vie et même au niveau des polices d'assurance. Bien, le dossier médical, c'est un peu notre carte d'identité médicale. C'est notre empreinte. C'est notre empreinte, effectivement, et plusieurs organismes y ont accès ou pourraient y avoir accès, bien sûr avec notre consentement. On pense au renouvellement des polices d'assurance hypothécaire. On pense au renouvellement de polices d'assurance vie. On pense à l'assurance collective au travail. Au niveau de l'embauche, parfois, même lorsque la condition médicale est liée spécifiquement aux conditions de travail. Donc, ce sont des éléments qui sont importants. Aussi, au niveau du suivi médical, on sait qu'il y a des responsabilités. La loi sur les santé et services sociaux nous donne à peu près 5 droits importants. Qui sont? Le choix du médecin traitant, le suivi médical, l'obligation de suivi médical, le droit d'avoir un diagnostic et d'être informé sur sa condition de santé, le droit d'obtenir des soins, et bien sûr, l'élément important, l'accès au dossier médical et la confidentialité de ce dossier. Bon, justement, est-ce que je peux refuser à quelqu'un d'avoir accès à mon dossier médical? En vertu de la loi Santé et services sociaux et en vertu de plusieurs autres lois, on a le droit d'obtenir copie de son dossier médical et si on en fait la demande, on a même aussi le droit de le consulter. Au niveau des organismes publics, il y a la loi sur les renseignements médicaux au niveau du public et aussi au niveau du privé.
lors de l'émission, on mettra en relief et plus en détail là, les procédures pour obtenir copie de ce dossier médical-là. Il est donc important de savoir au moment où on rencontre un médecin, d'au moins être informé du contenu, du diagnostic, des traitements, des soins, des prescriptions médicales et pour savoir finalement quel est le contenu. Souvent, les gens se rendent compte qu'il y a des éléments d'information qui sont contenus au dossier médical et qu'ils n'étaient pas informés. Et lorsqu'on remplit des questionnaires, exemple d'assurance, ou on remplit un questionnaire de pré-embauche, ça nous s'échappe probablement à la mémoire qu'on a consulté un médecin pour des brûlements gratistriques il y a 2-3 ans à la suite d'une période des fêtes où on a consulté pour un problème pulmonaire ou une bronchite importante qui, pris probablement 2-3 ans après, va dégénérer. Et nous, on a dit, bon, c'est anodin, on ne répondra pas à ces questions-là. Donc, la connaissance de son suivi de son dossier médical nous amène à pouvoir au moins connaître les éléments qui nous concernent et, bien sûr, s'assurer de la conformité des informations qu'on y retrouve. Parlons justement de véracité. Si j'ai copié de mon dossier médical et que je trouve là-dedans un élément qui est erroné, est-ce que je peux le faire enlever par une autre instance? C'est sûr qu'au niveau médical, on n'est pas probablement, la plupart, le commun des mortels n'est pas au courant et ne connaît pas les diagnostics et les termes médicaux qui sont employés dans le dossier médical. Par contre, le médecin a l'obligation d'information au niveau des informations qu'on y retrouve. Donc, on peut questionner, on peut aussi s'interroger, on peut aller consulter un nouveau médecin pour regarder au niveau des informations qui y sont contenues. Et si jamais il y avait des informations qui y sont contenues sur lesquelles posent problème ou problématique, à ce moment-là, on pourrait regarder quelles sont les possibilités là, de pouvoir faire corriger ces informations. Parce qu'il peut y avoir un diagnostic d'un médecin qui se trompe. Ça arrive. Hein? Là, on rentre dans un autre domaine. À ce moment-là, on rentre dans l'investigation du dossier médical. On sait qu'il y a une obligation de diagnostic. Il y a une obligation aussi d'investigation. Il y a aussi probablement regarder aussi l'étiologie des différents diagnostics, ce qu'on dit la cause. Donc, un dossier médical, souvent, est un dossier qui est en cheminement et quand tu es en investigation. Donc, on a souvent des impressions cliniques et pas nécessairement tout le temps le même diagnostic qui est posé au dossier. Donc, comme on n'est pas médecin, c'est approprié de redemander l'opinion d'un autre médecin, à tout le moins de se le faire expliquer, puis c'est un droit. En vous écoutant, je m'aperçois à quel point c'est pas banal, son dossier médical. C'est une carte d'identité qui nous suit pour la vie. Bon, si vous avez des problématiques autour, justement, d'un dossier médical, peut-être que vous avez eu le refus d'un emploi, ça peut arriver, hein, si quelqu'un fouille dans son dossier médical. Tout ce genre de questions-là, il les aborde dans le cadre de son émission qui a pour nom Justice citoyenne. Si vous voulez soumettre votre dossier, voici l'adresse courriel pour écrire à Justice citoyenne, donc Justice citoyenne au singulier, @tvrl.ca, une émission que l'on peut voir à toutes les semaines en rediffusion. Sylvain, on se reprend très bientôt ici à l'émission. La semaine prochaine. Oui, merci Sylvain. Au revoir. Alors, Stéphane Ducharme en compagnie de Steffi Choc. On est à la salle André-Mathieu. Et Steffi Choc, en commençant, les gens te connaissent comme chanteur. Par contre, peu de gens savent que tu as été DJ avant tout. Hein? Alors, avec ton clip I Want You to Want Me, on te voit comme DJ. Est-ce qu'on peut te voir DJ bientôt dans un club près de chez nous? Ça se pourrait, mais c'est pas encore sûr. Quelque part dans le Vieux-Montréal. On discute, là, mais c'est pas... c'est assez rare que je fais des apparitions comme DJ, mais parce que les occasions se présentent pas souvent. Pour certaines conditions que je demande. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime faire encore. C'est une passion qui parallèle à faire de la musique. Au lieu de faire de l'argent avec mes chansons, j'en fais avec celles des autres. Ah, ben c'est bien. Et y a-tu un style musical DJ que t'aimes mieux? N'importe quoi qui est dansant. Okay. Puis dansant, c'est large. Ah, excusez-moi, je vais juste tendre le bras. Ah. C'est mon sirop pour la gorge. Voilà, exact. Excellent. Et dans la tournée que tu fais en ce moment, y a-t-il une anecdote qui est arrivée sur scène cocasse que tu pourrais nous parler? La tournée commence à peine. C'est une avant-première ce soir. Fait qu'on n'a pas eu le temps vraiment de collectionner des anecdotes, mais c'est sûr que dans le passé,
il est arrivé toutes sortes de choses, comme à tout le monde. Hein. Pas moi plus qu'un autre, mais forcément, quand on est avec un orchestre, un groupe, avec les égos de tout le monde, avec des imprévus, puis toute la technique, tout ça, il arrive des choses, des fois, cocasses. Voilà. Ça peut arriver. On en tient bonne mémoire, mais on n'en parle pas. Non, il y a des choses qu'on peut pas parler, c'est sûr. Dans une biographie, peut-être, mais largement rémunérée. Excellent. Et comme tout bon chanteur, chaque chanteur en fait un rituel avant d'entrer sur scène. C'est quoi le rituel de Steffi Shock? Aller manger. Oui. Il y en a qui mangent après. Moi, j'ai besoin de manger avant. Et puis, le rituel, c'est d'arriver au restaurant, de prendre une petite bière. Et puis, avec mon repas, un verre de vin. Ça, c'est essentiel. Et après ça, j'ai mon sirop pour la toux, comme 45 minutes, 30-45 minutes avant le début du concert. Est-ce que c'est du petit sirop Lambert? Non, c'est du sirop Jameson. Ah, OK. C'est un sirop irlandais. C'est bon. On a des grosses toux là-bas. Oui, c'est ça, exactement. Et comme dernière question avant de terminer, à part la salle André Mathieu, c'est quoi ta salle préférée pour jouer? Les salles où il y a du monde qui a envie de me voir. Ouais. C'est ça les meilleures salles. Parce que la plus belle des salles, avec la plus belle installation technique et lumineuse, si elle est à moitié vide, si les gens qui viennent à cette salle-là n'ont pas l'énergie, la chaleur, ça fait pas un bon concert. J'ai joué, moi, déjà dans des salles ou des bars qui payaient pas de mine. Okay. Il y avait 3 spots. Il n'y avait pas des belles conditions de travail, mais les gens qui étaient sur place étaient tellement excités et survoltés que ça a fait des grandes soirées. Fait que, autrement dit, c'est les gens qui font l'ambiance d'un concert parce que c'est une énergie qui voyage. C'est une dynamique là, entre la scène puis la salle. C'est là que ça se passe. Et puis, quand il n'y a pas cette dynamique-là, parce que des fois, pour des raisons X, ça lève pas, on n'arrive pas à connecter. La plus belle des salles n'arrive pas à remplacer l'énergie des gens. Fait que, puis ça, c'est ce qui est vital, c'est ce qui donne l'énergie, c'est l'énergie. Voilà, exactement. Bien, Steffi Shock, bonne chance, bonne tournée. Alors, avec Steffi Shock à la salle André Mathieu. Voiture qui se conduit elle-même. Cela ne relève plus de la science-fiction. Aujourd'hui, Jean-Philippe Leroux nous parle des voitures autonomes. Bonjour, Jean-Philippe. Salut, Amélie. Donc là, on parle vraiment des voitures qui n'ont plus besoin de l'intervention d'un humain. Voiture autonome, oui. C'est très bizarre. Mais les premières seront semi-autonomes. Comme là, maintenant, on peut se stationner tout seul. La voiture se stationne tout seul. Mais là, c'est au-delà de ça. En fait, on veut lancer ça où on a eu l'idée de faire la voiture autonome déjà dans les années 80-90. Bon, Toyota a été les premiers à proposer un stationnement qui se faisait seul sur un modèle de Prius en 2003. Alors déjà, les idées étaient en ce sens. Et on n'a qu'à penser aussi aux détecteurs de véhicules qui sont situés dans l'angle mort, à l'avertisseur de franchissement de ligne, système d'alerte de collision frontale, freinage automatique. Ce sont tous des technologies qui ont été proposées dans les dernières années pour en venir à la voiture autonome. Exactement. Et puis, est-ce qu'il y a des concessionnaires spécifiques, pas des concessionnaires, mais des marques de voitures qui sont plus développées là-dedans, qui se rapprochent de plus en plus? Qui ont une meilleure expertise. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a GM, Mercedes-Benz, Tesla, Volvo et Google, qui ne fait pas partie du tout des constructeurs automobiles. Eux, en fait, se sont lancés là-dedans pour proposer le logiciel qui pourrait être installé dans la majorité des voitures. Et en même temps, dans les compagnies que je te nomme là,
si jamais ça fonctionne bien et qu'on en vend énormément, c'est sûr qu'on va penser que tous les autres vont suivre en ce sens, mais ce sont les premiers à être les plus avancés. Entre autres, il y a GM avec son modèle de Cadillac et également Tesla qui vont être probablement les premiers là, dès l'an prochain à proposer des modèles semi-autonomes. Et pour ce qui est de Volvo, c'est d'ici 2017. Alors, ils seraient dans les plus avancés du lot. 2017 avant qu'on envoie sur le marché, tu veux dire qu'on peut les acheter? Oui. On dit d'ici 2017, alors ça sera à surveiller quand exactement, mais déjà dès l'an prochain pour ce qui est de Cadillac et puis pour Tesla, des modèles semi-autonomes. Je pense que ça va faire peur au début. Oui, bien moi, je sais pas. Je sais pas si je pourrais faire confiance à ça, mais dis-moi donc, ça serait quoi les pour, les contre? Les pour, évidemment, on le sait, bon, c'est plus d'autonomie, on peut se reposer, on peut dormir dans la voiture si on a des longues routes à faire. Moi, j'ai beaucoup de routes à faire, je trouverais ça extraordinaire, mais au-delà de ça... Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même davantage de pour que de contre. Si je focus sur les contre, je te dirais que ça peut peut-être faire peur aux constructeurs automobiles pour ce qui est des poursuites qui pourraient avoir lieu au départ. C'est-à-dire que... qui est responsable en cas d'accident? Voilà, parce qu'une panne informatique, c'est rapidement arrivé. Alors, si jamais les constructeurs ont plusieurs poursuites de dizaines, de centaines de millions, est-ce qu'on va carrément arrêter le projet et vouloir reculer? Ça, c'est un des points vraiment contre, à savoir qui va être responsable, comme tu dis. Mais dans les points pour, 93 des accidents de la route sont dus à l'erreur humaine. Alors, avec une voiture autonome, on va être en mesure de réduire considérablement les risques et ça va faire baisser nos primes d'assurance. Les gens en perte d'autonomie, les gens qui vont peut-être avoir un petit verre de trop. Les non-voyants. Non-voyants. Il y a tellement de possibilités pour ce qui est de la voiture autonome. Alors, il y a plus de pour que de contre jusqu'à maintenant. La congestion aussi automobile, si grâce au capteur, tous les véhicules gardent une certaine distance et le flot de véhicules, on le sait maintenant, est de plus en plus élevé, alors on va être en mesure d'avoir moins de congestion, se rendre peut-être plus rapidement au travail. Il y a beaucoup de pour quand même. Plus de curieux qui ralentissent quand il y a des accidents. Mais de toute façon, il y aurait moins d'accidents en plus. On n'aurait plus besoin de barrages routiers. Probablement. Les policiers vont être déçus. Peut-être qu'il faudrait quand même avoir toutes ces facultés pour pouvoir manipuler l'auto en cas de besoin, parce que là, au début, ça serait semi-autonome. On s'entend. Ce que j'ai lu, c'est que d'ici 2020, et c'est bizarre, hein, mes dernières chroniques aussi, je me rends compte que les grands projets de technologie, on vise tout 2020 environ. Mais il y a beaucoup de progrès à faire encore. C'est pour ça que les premières voitures seront semi-autonomes. Et après ça, je pense qu'on va en quelque sorte servir de testeur. Hein? Si on se rend compte qu'on peut lâcher le volant sans difficulté, que ça fonctionne bien, et là, on va créer des technologies. Mercedes, entre autres, qui veut sortir un prototype de véhicule très luxueux, où on ne touche pas au volant du tout et on va même avoir sur les panneaux du véhicule des écrans. On va pouvoir s'amuser et ne pas regarder la route du tout. On va être encore plus hypnotisé, encore plus dépendant de la technologie, des iPads dans les voitures, des systèmes de divertissement et tout. Mais je me demande l'agrément de conduite à ce moment-là. On va faire le choix de véhicule par rapport à quel facteur? Justement, par les gadgets à ce moment-là technologiques, on ne pourra plus vraiment avoir d'agrément de conduite au volant. Alors, une voiture sport, une voiture de luxe... C'est sûr qu'il va y avoir des rebelles, c'est ceux qui aiment conduire des voitures sport qui ne voudront jamais rien savoir. Il y en a pour qui c'est un plaisir de conduire. J'espère qu'on pourra toujours reprendre le volant. Mais le mix des deux dans les prochaines années, ceux qui conduisent et ceux qui ne conduisent pas, ça risque d'être assez spécial. Si on peut lire au volant, il y a des choses constructives qu'on peut faire pendant ce temps-là de vie que souvent on perd dans le trafic. Le coût aussi, il faut penser au coût. Qui dit technologie, beaucoup de choses qui vont se rajouter au véhicule, ça va se vendre combien? Est-ce qu'on aura les prix similaires à ce qu'on a aujourd'hui? J'en suis pas si sûr. J'ai quand même du mal à imaginer que les caméras de la voiture peuvent capter les panneaux de circulation, tout ça, mais bon, écoute, faut y croire. Là, on va sur la Lune, on a été sur la Lune, on fait des opérations à cœur ouvert, donc je présume qu'on va être capable de faire ça. Mais ça sera une difficulté à surveiller au Québec avec nos temps froids parce que les capteurs, les lasers, toutes ces technologies-là, les processeurs numériques, si ça froid, si c'est gelé, à ce moment-là, on pourrait être en difficulté majeure. Mais on est encore loin des voitures volantes dans Retour vers le futur. Dommage. Oui. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, Amélie. Aujourd'hui, pour l'émission Les Trouvailles de Laval, on se trouve à la FEPRI, l'Enfant d'eau, où on va venir dénicher des magnifiques articles pour les enfants. Je suis sûre que vous allez avoir un coup de cœur comme nous. Alors, suivez-moi, on va faire la découverte ensemble.
Nous allons parler avec la propriétaire Annick. Bonjour Annick. Bonjour. Bonjour. Vous, ça fait un petit peu moins d'1 an que vous êtes propriétaire de la boutique ici, mais ça fait plusieurs années que la boutique existe. Oui, ça fait environ, je vous dis, entre 10 et 15 ans, une quinzaine d'années que la boutique existe, mais je suis nouvellement propriétaire depuis le mois de juillet. OK. Puis ça se passe bien, ça fait longtemps que vous travaillez ici, vous savez la clientèle, le roulement, vous connaissez tout ça, vous? Ah oui, je connais. Bien, ça fait longtemps que je travaille ici. En fait, j'avais pris une pause et je suis revenue pour remplacer mon ami José, qui était propriétaire ici. Je l'ai remplacé pendant son congé de maternité. Et puis, quand sa petite était petite, bien, elle a décidé de vendre et j'ai repris le flambeau. Mais oui, je vois ma clientèle enceinte. Ils viennent avec leurs enfants. Je les vois grandir. Je connais leur nom. C'est une belle histoire d'amour, finalement, là, la boutique et vous. C'est beau à voir. Puis, qu'est-ce qu'on trouve ici, là, dans la boutique? En fait, on trouve de tout ce qui est maternité, tout ce qui est vêtements enfants, accessoires. Tout ce qu'on a ici, c'est de l'usager. En fait, les gens viennent nous vendre leurs vêtements, soit qu'on fait de l'achat ou de la consignation. Il n'y a aucun don dedans. Donc, tout ce qu'on a, c'est sélectionné. Tous les vêtements qui sont neufs ici sont apportés par les clients. On n'a aucun fournisseur. Par contre, on a 2 fois par année, été et hiver, on achète des balances de l'eau, de chaussures, en fait, qui sont neuves. Mais tout ce qui est vêtements neufs, ça vient vraiment des clients, soit qui les ont achetés, que ça fait plus à leurs enfants, ou que c'est des cadeaux qu'ils ont reçus, puis finalement, ça fera pas, là. Ça grandit vite, des enfants. Hein? Ça grandit tellement vite, c'est que souvent, on en a plein, on en a en cadeau, on n'est pas capable, on les porte pas. Fait que c'est souvent, ça vaut pas, quand tu vois qu'un pyjama neuf peut coûter jusqu'à 40 $, tu dis, c'est un peu ridicule d'aller payer ça, puis ça refera pas. Fait que quand les vêtements font plus, mais les clients reviennent, ils viennent les reporter ici, puis souvent, ils choisissent une note de crédit ou en argent, mais pour racheter d'autres choses, en fait. Alors, lorsque les gens ont des événements spéciaux, on peut penser à venir ici aussi pour voir pour les robes de bouquetière, des choses comme ça. Oui, en fait, on tient. Bien, c'est sûr que les grosses robes, froufrou, si on n'en a pas, parce que ça se vend pas, mais les gens en portent de moins en moins. Mais on a tout le temps des robes, des petites robes. Dans le temps de Noël, on a beaucoup de robes avec des petites paillettes, surtout les petites filles aiment, les jeunes filles, là, les robes de princesse. Mais oui, on a des habits, quelquefois, on a des tuxedos, mais souvent des vestons, des pantalons propres. Même pour les femmes enceintes, on a des belles robes. Puis on peut avoir vraiment tout le kit de A à Z, les souliers, les collants, tout ça. Oui, en fait, on tient de tout, les chaussures. Oui, vraiment. Mais vous vous distinguez vraiment de toutes sortes de manières hein, dans votre commerce? Bien, oui. Je vous dirais, ce qui nous distingue vraiment beaucoup, c'est l'approche envers le client. Quand les clients arrivent, c'est souvent la même clientèle. Encore là, je les reconnais. Ils viennent jaser. C'est comme ça. C'est plus l'approche personnelle. En fait, moi, ma philosophie, c'est je traite les gens comme j'aime être traitée et je fais pas aux autres ce que j'aime pas me faire faire. C'est vraiment la philosophie ici. Mes enfants sont hyper importants dans ma vie. Bien, les enfants qui viennent ici sont super importants aussi. C'est vraiment comme ça, là. En fait, c'est comme très, très, très familial. Aussi, une des valeurs, je trouve, de la friperie, encore là, on est avec des mères qui viennent d'accoucher et c'est briser l'isolement aussi. Ouais. C'est vraiment comme ça, briser l'isolement. Souvent, quand on a des jeunes enfants qu'on vient d'accoucher, on est isolé. Bien, juste comme ça. Tu sais, juste une petite jasette, des fois, là, ça fait que ça te libère l'esprit. Puis que... Vraiment, je peux témoigner que oui, c'est vraiment ça. Je pense le pire dans la nouveauté des enfants, quand c'est premièrement maman ou même deuxième fois, c'est l'isolement. Là. Fait qu'ici, on peut venir en plus magasiner, ce que toutes les femmes, tous les gens aiment ça, faire ça. Puis en plus, découvrir des belles choses, puis en plus, jaser avec une personne merveilleuse, ben c'est fantastique. C'est vraiment beau. Merci beaucoup. Bienvenue, merci à vous. Merci. Venez voir, vous allez tomber en amour, même faire peut-être un ami ou deux. C'est au 4860 Boulevard des Laurentides à Laval. Vous pouvez les suivre aussi sur leur page Facebook. C'est l'Enfant d'eau, D''O, sur Facebook. Donc, allez liker cette page-là. Vous n'allez pas être déçus. Vous allez voir des nouveaux articles aussi arriver en magasin peut-être à tous les jours. Vraiment, venez découvrir. Vous allez adorer comme nous. Donc, on se retrouve prochainement pour une trouvaille de Laval. J'ai hâte de vous revoir. À bientôt.
La comédie d'action Kingsman parle d'un agent des services secrets britanniques qui recrute et forme un jeune homme assez rebelle. Bonjour, Nicolas Vincent Poirier. Salut. Écoute, ça doit être ton genre de film. C'est parce que je ne l'ai pas vu, mais apparemment que c'est très violent. Sanguinaire, je sais. Oui, c'est très violent. Type, ça, oui. C'est très violent et c'est vraiment mon coup de cœur cette année jusqu'à date, mais pas parce que c'est violent. On s'entend, il y a d'autres types de films que j'ai aimés dans ma vie, comme Memento. Il n'y a pas tant de violence dans ce film-là. Mais Kingsman, c'est vraiment particulier. Ça me fait un peu penser à Kick-Ass. Donc, tous ceux qui ont aimé le style d'humour dans Kick-Ass, la violence, évidemment, de Kick-Ass, bien, il y a des risques que vous aimiez ce film-là, qui est une espèce de parodie de James Bond. Il y a quand même un certain côté réaliste, en parenthèse. Quand je dis parodie, c'est pas comme les Austin Powers. C'est pas caricatural, non, c'est ça. Okay. C'est ça. Et le réalisateur, c'est Matthew Vaughn. Et Matthew Vaughn, c'est justement lui, d'ailleurs, qui a réalisé Kick-Ass. Et Kick-Ass et Kingsman, un lien avec ces deux bandes dessinées, mais aussi, c'est créé par Mark Miller. Donc, c'est vraiment un peu dans le même genre, même si, bon, Kick-Ass n'a absolument rien à voir avec James Bond. Et c'est très rafraîchissant comme film, je trouve, parce que même si c'est un gros film d'action, c'est britannique. Donc, il y a certains éléments, certains clichés qu'on retrouve un petit peu moins si on compare ça à d'autres films américains. Mais oui, il y a énormément de clichés là-dedans. C'est pas du tout un film qui va gagner un Oscar. Mais pour ce que c'est, écoute, à 129 minutes, moi, j'ai pas vu le temps passer. Non, c'est quand même assez long et j'ai pas du tout vu le temps passer. Et ce qui est spécial, c'est que, j'allais dire Vince Vaughn, mais non, Matthew Vaughn, le réalisateur, lui, au départ, il a commencé comme producteur avec Guy Ritchie, celui qui a réalisé les 2 derniers Sherlock Holmes. Et en 98, ils ont fait ensemble Crime, Arnaque et Botanique. Matthew Vaughn produisait et Guy Ritchie réalisait. Et ensuite de ça, leur collaboration s'est terminée en 2002. Bon, ils ont fait Lock, Stock, après ça, ils ont fait Snatch en 2000. Et en 2002, le film Swept Away avec Madonna. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais ça a été un flop absolument énorme. Et justement, Madonna, c'est l'ex de Guy Ritchie. Et quelque chose de spécial aussi, c'est que, eh bien, Matthew Vaughn est marié à Claudia Schiffer. Ah, c'est un bon potin artistique. Oui, mais ça fait quand même longtemps. Ça date de 2002 et ils ont 2 enfants ensemble et ils ont l'air très, très, très heureux. Et pour venir à Kingsman, il y a des vêtements qui ont été créés pour le film. Il y a toutes sortes de trucs qui sont créés souvent pour la promotion des films, mais c'est la première fois qu'on voit vraiment une lignée de vêtements très classiques pour hommes créés justement pour les besoins du film et la promotion. Qui sont disponibles, qu'on peut acheter? Oui, qui sont disponibles. Mon Dieu, c'est intéressant. Oui. Et justement, bien, vu que ce film-là, c'est une espèce de parodie de James Bond, il faut avoir des méchants un petit peu comme dans les James Bond. Et Samuel L. Jackson, qui est le gros méchant dans le film, dans le fond, lui, le seul truc d'amusant qu'il y a, c'est qu'il y a un petit défaut au niveau de son élocution. Mais on n'est pas habitué de voir Samuel L. Jackson comme ça. De le voir en tough. Mais là, il bégaye. Je peux pas... non, c'est différent. Il parle un petit peu sur le bout de la langue. Okay. En tout cas, c'est quand même assez drôle de le voir comme ça. I have trouble understanding you people sometimes. You all talk so funny. Je dirais pas du problème, mais c'est juste le personnage comme ça, c'est quand même assez amusant. Mais aussi, Samuel L. Jackson, avant d'être comédien, il y avait un problème d'élocution comme ça. Donc, il s'est un petit peu basé là-dessus pour créer son personnage et il l'a pas dit au réalisateur. C'est pendant la première prise qu'il s'est mis à parler d'une certaine façon. Lui, il a pris l'initiative de dire « mon personnage va être comme ça ». C'est ça. Et c'est une de plusieurs choses qui fait que son personnage est vraiment excellent. C'est un des meilleurs méchants que j'ai vus dans des comédies. On s'entend pas dans des films en général. Et une affaire de drôle aussi, c'est, tu sais, il y a beaucoup de publicité dans des films. Si on regarde comme ça, on peut voir une tonne de marques. Le placement de produits. Exactement. Et il y en a une que j'ai adorée là-dedans, c'est justement le méchant, Samuel L. Jackson, et le héros, qui est interprété par Colin Firth, qui se rencontrent pour un souper.
Et là, il y a un plat qui arrive avec un couvercle en argent dessus. Alors là, on se demande qu'est-ce que c'est. C'est-tu une ruse? Y a-tu des bombes là-dedans, un gun, quelque chose? Non, c'est du McDonald's. Donc, c'est quand même McDo a amusant. financé une partie du film, en quelque sorte. C'est sûr que McDo a payé pour une partie du film. Écoute, le film a coûté quand même 80 millions à faire. Le film a rapporté jusqu'à date 209 millions à travers le Ils ont monde. déjà rentré dans leur argent, c'est formidable. Oui. Et le film a été au numéro 1 pendant très peu de temps, peut-être une semaine. Et depuis ce temps-là, il est toujours au numéro 2. Donc, il est quand même assez stable. Au début, en dedans d'une semaine, bon, il passe au numéro 2. Pas trop de chance qu'il y ait une suite si ça continue comme ça. Mais grâce à la stabilité, déjà à 209 millions, moi, je pense qu'il y a un bon pourcentage de chances qu'il y ait une suite. Parce que ce serait ça le but. En fait, comme tu dis, Oui. de nos jours, c'est toujours Ben oui. de créer une franchise. Le Oui, but. et surtout avec 80 millions de budget pour un film britannique, oui, le but, c'est de créer une franchise. On ne peut pas s'arrêter à un seul film. Mais pour ce que c'est excellent et ça fait un petit peu différent. Au début, quand j'ai vu la bande-annonce, tu sais, on voit que c'est un ado rebelle, puis là, finalement, bon, il revire de bord, rencontre quelqu'un, puis il est sur le droit chemin. On l'a vu 1 million de fois dans toutes sortes de films d'ados, puis ça, Mais ça on me aime tentait. ça. Ben, moi, je savais pas au début. Ça te tentait pas. Ça me tentait pas pantoute. Puis là, quand j'ai vu le film, OK, j'ai compris, c'est pas du tout un film pour ados. Oui, un ado peut regarder ça, mais c'est pas comme les Hunger Games ou d'autres de ce type de films-là. C'est vraiment excellent pour ce que c'est, mais il faut avoir aimé Kick-Ass à la base. Nicolas Vincent Poirier, qui aime un film et que c'est son coup de cœur de l'année, ça doit être vraiment, vraiment extraordinaire comme film. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Et il reste que c'est une comédie aussi, donc Oui, c'est pas oui, juste c'est- l'action sanguinaire. Non, non, du tout. Merci, Nicolas. Eh bien, voilà qui conclut notre émission pour cette semaine. Vous aimeriez faire parler de vos événements, votre entreprise, votre association ou même votre regroupement. Il y a différentes façons pour entrer en contact avec l'équipe de Laval et compagnie. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Bien, merci à tous nos invités qui se sont déplacés ici même en studio et à nos excellents chroniqueurs et chroniqueuses qui ajoutent au contenu de cette émission à chaque semaine. Il y a l'équipe de production et de réalisation. Et en terminant ma fameuse phrase, une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Amélie? Oui, la semaine prochaine. T'as vraiment des beaux yeux. Oui, bien Amélie. merci. Mais reste grandissant. C'est ma nouvelle vie, là. C'est le défi 530. Je vous dis ça comme ça en passant. Équilibre. Regardez, j'en suis Ça même. paraît. Oui, ça paraît, hein? Ben, merci, Ben, à la finalement. semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, tout le monde.